Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que le mois d'août était bon pour vous ici, plutôt cool, des vacances en Bretagne, donc des galettes, des promenades, des visites, mais j'ai quand même pu prendre le temps pour quelques découvertes ludiques, ou pour parfois ressortir quelques jeux, et bon, comme à chaque fois que je pars en vacances, j'en ai profité pour faire un petit tour dans des boutiques locales, donc j'étais vers Saint-Malo, donc j'ai pu voir Sortilège et le Lutin Ludique à Dinan, donc je vous invite à aller les visiter aussi. Je vais arrêter de vous raconter ma vie, on va passer aux découvertes du mois, et comme toujours, on va faire ça de manière alphabétique, et on va commencer là aussi comme toujours par les déceptions ou les parties mitigées, avant de passer à des choses un peu mieux, et on va finir avec les tops. Je te rappelle aussi, comme à chaque fois, que certaines des images qui sont utilisées, ça va être des photos réalisées par Eric, de What's Eric Playing, il m'autorise à les utiliser, grand merci à lui. Comme d'habitude, vous pouvez aller voir son site, je vous mets ça dans la barre d'infos en bas, ou son Instagram, vous pouvez aller le voir aussi, il y a plein de belles choses. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas, vous savez, à mettre le petit pouce en l'air sous la vidéo, à vous abonner pour être informé du nouveau contenu publié, et si vous voulez vous parler de vos découvertes, ou parler des miennes, on se retrouve dans les commentaires comme à chaque fois. Allez, on y va pour les découvertes d'août 2023, et comme toujours, je le répète, si vous vous attendez à des explications très précises, c'est raté, pas de mécanique détaillée, je sens plutôt mes retours sur mon ressenti. Allons-y pour les déceptions. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Je commence par un jeu que j'ai présenté dans sa version numérique solo lors d'un hebdo jeu de société. Beacon Patrol, c'est un jeu de pose de tuiles coopératif ou donc solo, dans lequel on va essayer d'entourer certaines tuiles pour marquer des points. On est dans du petit puzzle d'optimisation qui est assez vite répétitif, il y a quelques contraintes de pose assez habituelles sur les adjacences, etc. Il y a aussi la possibilité de déplacer son petit bateau de manière assez limitée, mais qui peut quand même, ce déplacement, permettre de poser ses tuiles à de meilleurs endroits pour optimiser son scoring. Je vous avoue, vous en doutez, je suis pas méga fan de l'aspect un peu optimisation du truc, avec des calculs qui, certes, sont limités, mais qui m'ennuie quand même un peu. Beacon Patrol, il est aussi très répétitif quand même, en termes de ce qu'on a à faire à chaque tour, peine un peu à me passionner dans les choix qu'il me propose, et surtout que voilà, c'est un solo où on finit la partie, ou en coop c'est pareil, en cherchant juste en fait à atteindre le meilleur score possible. Vous le savez, c'est pas le mode que je préfère dans les jeux solo, on reparlera d'autres jeux solo dans cette vidéo qui m'ont un peu plus plu et qui sont justement pas des jeux à scoring. Alors je présume qu'il se veut un peu chillax, vous savez, ces espèces de jeux de pose de tuiles un peu chill, d'où ce système de score qui est plutôt dans cette veine-là, plutôt que de celui de victoire ou défaite. Le fait de imposer une défaite à quelqu'un est plus violent que de juste « Ah, tu as fait tel score, tu te classes à cet endroit », sauf si évidemment les endroits en termes de formulation sont ultra violents. Mais en fait, je vous avoue que moi, l'aspect très puzzle, les jeux comme ça qui sont dans un côté puzzle, pour moi c'est pas des jeux chill en termes de sensations, c'est pas du tout contemplatif ou quoi, je suis là à essayer d'optimiser. Et de la même manière, le jeu vidéo d'Orphomantic me faisait aussi ça, mais j'aime beaucoup le jeu vidéo d'Orphomantic pour le coup, mais c'est que si effectivement on va chercher le meilleur score et à optimiser, en fait on s'écarte du sentiment de chill et un peu où je pose mes tuiles, où je m'en fous un peu et où j'essaye de faire une belle mère. Alors en coopératif, ça m'a l'air un poil plus intéressant parce qu'il y a notamment la possibilité d'échanger des tuiles avec ses partenaires, mais en fait je pense que ça aussi, alors j'ai pas essayé en coop, mais je pense que ça vient que renforcer le côté brain, parce que ça rajoute des possibilités, sans que les choix qu'entraînent ces possibilités ne soient vraiment super intéressants. Après voilà, si votre kiff c'est vraiment la pose de tuiles, si c'est un de vos genres préférés, si vous aimez aussi un peu l'optimisation, les jeux coopératifs, essayez-le. Faites-vous votre idée. Juste un petit rappel concernant l'éditeur quand même, qui est Pandasaurus Games, et surtout son couple dirigeant. C'est un éditeur, et donc son couple qui ont été pointés en fin d'année dernière chez Dicebreaker pour des pratiques managériales qui mettaient en danger la santé mentale de certains ou certaines employés. Alors je sais pas comment ça a évolué, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, je sais pas où en sont les témoignages, mais il faut savoir que dans ce genre de cas, dès que je parle des jeux de cet éditeur, je rappellerai cette situation et je vous invite évidemment à choisir votre propre comportement vis-à-vis de cette info, et peut-être à questionner aussi les professionnels qui continuent de travailler avec Pandasaurus Games.
Les premiers jeux de cartes du mois, c'est Deadlist qui est dans la sympathique, même si assez inégale gamme mini chez Yellow. Jérémy, c'est un ami que je salue, un très bon ami que je connais depuis le collège, figurez-vous. Il s'est dit que, allez, c'est un jeu de défausse, tu le connais pas, faut que tu l'essayes. Et en effet, bon, malgré, vous en doutez, un avis final un peu mitigé, je suis ravi d'avoir pu en faire une partie. Donc on était 3, c'est peut-être encore mieux à plus, parce que Deadlist, c'est vraiment un jeu où on se fait des crasses et qui est assez fort en interaction. Donc peut-être qu'à plus ça gagne encore en qualité, et peut-être que si j'arrive à faire d'autres parties, peut-être qu'il finira par atteindre la catégorie des pas mal, c'est à voir. Mais pour le moment, il va rester dans celle-ci, dans les trucs qui étaient pas ouf, même si c'est pas le pire, il y a des bonnes idées, la partie qu'on a fait était assez amusante, parce que j'ai parlé d'interaction, et c'est quelque chose que moi j'aime bien, vous le savez, et clairement c'est un jeu donc de défausse, mais qui, au-delà de la course pour vider sa main, qui est déjà une interaction, puisqu'on est dans une course, en fait c'est un jeu qui va vous permettre de râler et de faire râler, qui va pas hésiter à créer aussi du chaos plus que du contrôle, et c'est très bien en fait dans l'esthétique du jeu, dans cette dynamique, dans ce qu'il a envie de proposer. Donc Deadlist, on est dans la thématique des péchés capitaux, les 7 Deadly Sins, et chaque péché a ses cartes ou son pouvoir, donc je vais pas vous les faire les 7, sinon comme avec les nains je vais en oublier un, mais il y a l'orgueil, l'avarice, etc. Et pour le coup au niveau des pouvoirs, il y en a des très chouettes, notamment je parlais de l'avarice. Moi c'est mon pouvoir préféré, parce que ça donne un petit jeu de stop ou encore, et moi j'adore le stop ou encore. Il y a aussi la colère, où on est dans une espèce de face à face avec quelqu'un d'autre, à se faire piocher à tour de rôle, donc plutôt cool. Il y a aussi des cartes blanches et noires, alors la carte noire je la trouve un peu plus quelconque, mais les cartes blanches sont assez cool en termes d'idées. Mais le problème, c'est que au-delà de ces quelques pouvoirs sympas, les autres, en tout cas à 3 personnes autour de la table, c'est nettement moins fun, voire vraiment, je trouve que c'est des pouvoirs pas très intéressants. Je crois que c'est la luxure que je regarde là, je me suis dit, j'ai pas envie de jouer ça, quoi, c'est nul comme pouvoir, faisons plutôt l'avarice ou la colère. Je retiens aussi quand même la dynamique globale du jeu, qui est un peu bizarre. Au début on se demande pourquoi en fait faut se défausser de sa main 3 fois, pas 3 fois de suite, mais juste 3 fois, et dès qu'on arrive à se défausser, on repioche une main de cartes, mais inférieure à celle d'avant. Donc par exemple, on va commencer avec tous et toutes 6 cartes, puis si j'arrive à me défausser de mes 6 cartes, je vais en repiocher 4. Et alors, c'est rigolo parce que quand on explique ça, on pourrait se dire ouais, mais c'est vachement win-to-win parce que j'ai repioché 4 cartes et j'ai plus que 4 à m'en défausser. Et en fait, et ça c'est plutôt une bonne surprise, le jeu est vraiment assez mouvementé, assez interactif pour que ce soit pas trop le cas, d'autant que de manière assez naturelle, les autres personnes autour de la table vont avoir tendance, comme dans les jeux de ce genre-là, à se liguer contre la personne qui semble en tête, donc qui a un peu moins de cartes en main. Donc de loin, c'est vraiment pas le jeu le pire de cette sélection, et c'est même un jeu, que je l'ai dit, qui est pas loin de la partie suivante. Peut-être dans le futur ça pourrait y passer, parce que j'ai un ressenti final qui est un peu bancal, mais c'est un jeu qui a de bonnes idées, qui sont un peu parasitées par celles qui sont plus anecdotiques. En tout cas, il vaut le coup d'être essayé, je pense qu'il pourrait plaire à pas mal de monde, et moi c'est pas un jeu que je vais proposer spontanément quand je vais avoir envie de jouer à un jeu de défausse, mais voilà, si on me propose une partie, j'y participerai sans traîner des pieds. Je disais que Deadlist n'est pas le pire de la sélection du mois, et peut-être que c'est celui-ci. Enfin en fait, en vrai il y en a un pire, mais qui a l'excuse de dater des années 80, on y reviendra. Là-haut et là-haut, il est sorti cette année en 2023, et évidemment je suis un peu plus sévère avec des jeux qui sont sortis là après des années de game design derrière eux, comparé à des jeux plus anciens. Alors j'ai déjà dit ici, c'est pas un secret que j'étais pas un grand fan des propositions de Corentin Lebras en tant qu'auteur. Ici il est par ailleurs accompagné de Johannes Goupy, auquel j'ai joué à Roa, qui était avec Théo Rivière cette fois, et que j'avais trouvé passable mais assez oubliable aussi. Déjà, ce qui est peut-être le moins problématique, le moins important, mais qui s'ajoute un peu au ressenti global, je trouve que le titre, déjà, Elawa, est tout pourri. Vous le devinez, c'est une inversion d'Awale. Franchement, en vrai, même s'il y a un peu de ça dans le jeu, du fait de la prise de ressources, et puis de vider une des piles de ressources et tout pour déclencher des bonus, en vrai, le ressenti du jeu est assez éloigné de l'Awale. On trouve beaucoup moins la filiation, qu'on sent un peu forcé peut-être, que dans un Five Tribes par exemple, ou pour un autre jeu moins connu que j'ai déjà cité dans des vidéos précédentes, un Peter's Two Sheepdogs, ou pour un autre Crusaders par exemple. On rajoute à ça, à ce titre un peu que je trouve un peu pourri, on va pas se mentir, une couve que je trouve pas forcément non plus à son avantage. Alors je suis vraiment pas un très bon analyste en termes de composition graphique, mais je trouve pas la couve très belle. Et puis les cartes, j'aime bien le trait en fait de l'illustratrice, je trouve qu'elle a un trait qui est assez marqué, qui est assez cool, mais je trouve justement que ce travail d'illustration, il est pas mis en valeur, et ça fait que finalement il n'y a pas grand chose à sauver dans tout ça. Et côté jeu, voilà, tout est vu, revu, c'est vraiment un jeu de collecte de ressources, avec cette mécanique un peu d'Awale vite fait, et puis on utilise ces ressources pour poser des cartes qui coûtent ces ressources-là, voilà, et qui vont apporter des points de diverses manières, soit par collection, machin, truc.
Il n'y a aucune des façons de marquer des points qui sort de l'ordinaire. J'avoue que moi, quand je joue à ça, j'en ai fait quand même plusieurs parties parce que j'essaie toujours d'y rejouer et tout, mais j'avoue que ça me fait à chaque fois un peu rouler des yeux face au manque d'inventivité des auteurs sur les manières de scorer, quoi. Enfin, on les retrouve toutes les mêmes d'un jeu à l'autre, c'est fatigant. Alors, contrairement à Tokaido Duo, qui est un autre jeu que j'aimais pas trop, vous le savez, j'ai quand même un peu plus l'impression d'avoir un impact sur le jeu et de faire des choix, que ce soit parfois en vidant cette pile de ressources, parfois en essayant de bloquer mon adversaire, ou peut-être en essayant de valoriser telle ou telle méthode de scoring. Mais voilà, toutes mes parties c'était un peu du mode automatique, vraiment un ennui assez profond face à l'impression d'avoir joué déjà 100 fois Elawa à tout niveau, souvent avec des choix offerts plus intéressants, des mécaniques mieux entrelacées. Là, il n'y a aucune immersion. Alors, on progresse de partie en partie, hein. La deuxième, on apprend de ses erreurs et tout, contrairement à d'autres jeux que j'ai cités dans d'autres vidéos. Mais juste, après la première ou la deuxième partie, j'ai pas envie de progresser. J'ai pas envie d'y retourner tout simplement, en fait c'est tellement ennuyeux que la progression possible, j'ai pas envie de m'y confronter. Comme dit, j'ai quand même poussé jusqu'à 4-5 parties, mais avec plusieurs personnes, plusieurs configurations, mais il y a vraiment rien qui a fait. Je joue en mode automatique et en fait, comme souvent avec ce genre de jeu et ce genre de propositions, je joue mais en fait je joue pas, enfin on parle pas du jeu, je me concentre pas sur le jeu, on parle de plein d'autres choses, ce qui est très bien. J'adore parler de plein de choses en jouant à des jeux, mais j'aime bien quand le jeu me recentre un peu dessus, un peu sur lui. Et là c'était pas le cas. En vrai, on jouait et puis jamais on avait de regard intéressé sur la partie, mais voilà, donc bon, c'est pas une déception parce que encore une fois j'en attendais pas grand chose, mais j'ai trouvé ça assez mauvais. Le vrai jeu le plus nul de la vidéo, il est là en fait. Mais au moins, quand on y a joué, on a rigolé, j'ai fait une partie avec Paul Gara, et au moins, voilà, les rires étaient là. Là où, Elawa, c'était qu'un enchaînement de longs soupirs. On s'est lancé, alors pourquoi j'ai joué à la Souricière, ça doit être sur Tabletop Simulator qu'on s'est lancé de manière un peu aléatoire. Je sais plus comment on est tombé dessus, je sais à vrai dire même pas à quel moment j'ai ajouté le jeu à mes mods, donc voilà, mais on y a joué en tout cas. Et donc, on est face à un roll and move des familles qui date de 1983. Notre petite souris, elle veut fort logiquement rejoindre le fromage avant les souris adverses. Et alors, on lance un dé, on avance d'autant de cases, voilà, c'est tout. Et pour gagner, il faut tomber tout pile sur le fromage, parce que sinon, comme dans un bon vieux jeu de loi des familles, vous savez, on rebondit sur la fin pour repartir en arrière. Vraiment tout ce qu'on aime. Mais attendez quand même, au-delà de lancer les dés et d'avancer, il y a autre chose, il y a un twist qui change tout. Il y a des trous dans la souricière dans lesquels on peut tomber, et quand on tombe dedans, quand on tombe sur ces cases, selon le nombre qu'on a fait sur le dé pour tomber sur ce trou, soit ça va nous donner un raccourci, soit on va retourner en arrière. Et même des fois, on va peut-être être bloqué dans une cage. Personnellement, ça m'est arrivé 5 ou 6 fois de suite, sur la fin du parcours, d'être envoyé dans cette fameuse cage, et c'est là que, croyez-moi, on a beaucoup rigolé avec Paul Gara, et c'était même pas en fait un rire nerveux, vous savez, comme quand des fois on joue des trucs nuls, et vraiment on se dit, putain, il y a ce côté rire nerveux là, non? On riait en fait parce que c'est totalement absurde, et on jouait à un truc pareil en 2023, on s'est dit, pourquoi on joue à ça, et voilà, et à quel moment ça peut être intéressant, c'est toujours réédité ce truc, je crois. Hein. On se disait que finalement, on n'avait pas totalement perdu nos 10 minutes, on avait découvert cette curiosité. Je sais même pas en vrai si ça vaut la peine d'en parler, parce que des roll and move nuls comme celui-ci, il y en a plein, c'est vraiment un genre où il y a plein de trucs nuls. Mais voilà, il n'y avait pas de raison qu'on soit les seuls à en profiter, donc je le partage avec vous. Vous trouviez que les années 80 c'était pas remonté assez loin, alors ok. On va aller en 1973 avec un jeu de Rudy Hoffman qui, alors je l'ai pas aimé, mais quand même après les deux précédents ça remonte un petit peu le niveau, surtout si on le replace dans son époque, en 73. On est dans du jeu exclusivement à deux, asymétrique. Il y a une personne qui va incarner des chasseurs et des bûcherons, alors que l'autre va gérer des animaux, un renard, enfin des renards et des ours. Alors les chasseurs peuvent eux tuer les renards et les ours. L'ours peut lui aussi faire des siennes, et il peut bouffer quelques réacs qui ont un coup dans le nez, et alors non, désolé pour les personnes qui incarnent les chasseurs, il n'y a pas de randonneur, il n'y a pas de cycliste sur lesquels on peut tirer par inadvertance, mais je suis sûr qu'il y a des choses à faire autour de ça en termes de variantes, je vous laisse créer les variantes qui vont bien. Et donc le but du jeu, c'est avec des mouvements et des méthodes d'attaque un peu différentes pour chaque personnage, de capturer les pièces adverses pour gagner des points, en essayant évidemment de survivre, et d'échapper à ses prédateurs. Et en fin de partie, on peut essayer de fuir la forêt pour grappiller quelques autres points. Et donc, il y a d'un côté, je l'ai dit, les renards et les ours, et de l'autre, il y a des chasseurs et des bûcherons. Mais il y a aussi des faisans et des canards, qui sont un peu des pièces neutres, qui peuvent être déplacées par les deux camps, et que les deux camps tentent de récupérer, que ce soit en les mangeant ou en les chassant. Et alors tout ça, c'est en gros sur un damier, les personnages c'est des tuiles, et au début de la partie, tout ça c'est face cachée. Et à son tour, deux actions possibles, soit on retourne une tuile face visible, soit on déplace un de ses personnages ou une volaille, qui comme je l'ai dit sont neutres.
Je vous avoue que moi, la partie comme ça, où les trucs sont retournés, où on révèle petit à petit, c'est la partie que je préfère, parce qu'il y a un peu cette incertitude. Qu'est-ce que je vais retourner? Je vais chercher mes proies, mais en même temps, j'ai envie d'avoir mes personnages à moi pour pouvoir les utiliser et pouvoir aller à la chasse de mes proies. Mais en même temps, si je sais pas où sont mes proies, je peux pas y aller. Et en même temps, d'un autre côté, j'ai envie de retourner des tuiles, mais je retourne celle-ci, c'est un peu risqué parce que peut-être que je la retourne juste à côté de mon chasseur et que ça va être un ours et donc qui pourrait me bouffer juste après. Il y a aussi la possibilité d'être coincé par des arbres que seul le bûcheron peut couper. Donc il y a cette alternance entre révéler des nouvelles choses, déplacer les tuiles visibles, tout ça c'est plutôt cool. Enfin moi j'aime bien en tout cas tout ce que ça entraîne un peu comme décision et comme prise de risque. Mais arrive une espèce de tournant, alors en général c'est quand même qu'on est vers la fin du jeu, parce que la fin du jeu est déclenchée quand on retourne la dernière tuile, et vers la fin du jeu, du coup quand tout est visible et qu'on n'a plus qu'à se déplacer, on est dans du jeu purement plus abstrait, on joue au chat et à la souris, ce qui bien sûr est tout à fait cohérent avec le thème, mais c'est un peu ennuyeux, trop calculatoire, moi je sais que c'est une partie que j'aime pas du tout. Je pense que j'aurais aimé une deuxième moitié de partie un peu différente, avec d'autres enjeux, parce que moi... même si c'est pas très long, ça me met de côté toute cette partie et ça me donne pas du tout envie d'y revenir. Alors j'ai aussi eu cette impression après plusieurs parties que les animaux avaient la tâche plus facile, mais c'est pas bien grave parce que dans l'ensemble il est conseillé d'enchaîner 2 parties qui vont vite en alternant les rôles et en additionnant les scores pour équilibrer tout ça, donc c'est pas vraiment un souci qu'il y ait un des camps qui soit un peu avantagé. Le souci principal c'est que en fait... moi j'ai pas envie de finir la première quoi, parce que j'arrive à la fin où tout est révélé, j'ai plus envie de continuer, donc bon, voilà. Si vous aimez vous les jeux abstraits, mais c'est un peu bizarre parce que faut que vous aimiez les jeux abstraits pour la fin de partie, mais que vous soyez pas allergique au chaos du début de partie. Mais ça peut valoir le coup de la découverte, il est facilement disponible sur Yucata où je vous ai mis des petits screenshots, et rappelons quand même qu'il est sorti en 73 et qu'il y a pire. La première moitié du jeu, encore une fois, vaut le coup d'être découvert même si la proposition d'ensemble, moi, ne m'a pas trop convaincu. Et on va finir cette partie des déceptions, des flops avec un autre jeu que m'a fait découvrir Jérémy, ça fait le deuxième flop que m'a fait découvrir Jérémy. Alors le plaignez pas trop, déjà moi je lui fais découvrir plein de trucs pourris, donc voilà, et vous verrez aussi qu'il m'a permis de découvrir des choses un peu plus chouettes. Alors c'est pas les pires de la sélection qui m'a fait découvrir, parce que comme Deadlist tout à l'heure, il a quand même des éléments intéressants, mais qui se mélangent à un ensemble un peu trop anecdotique pour vraiment me passionner. En fait le truc que moi j'ai préféré dans Wild Space, et que je trouve assez intéressant, c'est l'aspect assez ramassé de la partie qui peut un peu rappeler sur certains points Res Arcana, en étant beaucoup moins intéressant que Res Arcana, mais il y a ce sentiment d'être très très renfermé, très... un peu claustrophobe, enfin un sentiment un peu claustrophobique, parce que moi au début, bon voilà, on m'explique les règles, je pensais que ce serait un peu un classique jeu de création de moteur, où on va marquer des points en allant de planète en planète, et je pensais qu'on pourrait déplacer nos vaisseaux de planète en planète. Alors c'est un peu ça le cœur du jeu, mais en fait, on peut pas se déplacer de planète en planète, le nombre d'actions dont on va disposer sur toute la partie, c'est très très limité, et du coup va falloir faire en fait avec une très très forte contrainte pour essayer de faire au mieux avec finalement assez peu d'espace, et tout de suite en fait ce genre de choix de game design, ben ça donne beaucoup plus d'enjeux à chaque choix. Sinon on se dirait un peu ouais bon voilà, là je fais ça, c'est pas grave si ça a pas trop d'impact parce que je pourrais le faire plus tard. Là non, parce que chaque tour, chaque action, il n'y en a pas beaucoup quoi. Il faut savoir que même piocher, donc qui est quand même le moteur principal, de poser des cartes, mais même piocher des cartes, c'est pas un truc automatique comme c'est le cas dans beaucoup de jeux, ça demande une action spécifique. Au-delà de ça, de cet aspect assez contraint, que encore une fois j'ai trouvé que c'était une bonne surprise, et quand j'ai compris que c'était ça, je me dis, ah oui, ok, en fait ça va être un peu plus serré que ce que je pensais, mais bon sinon rien de neuf sous le soleil, c'est de la salade de points, on va essayer de collectionner des espèces différentes, on va aussi essayer d'en avoir beaucoup d'un type en particulier. Ça me rappelle un peu Elawa, c'est-à-dire des genres d'objectifs, voilà, qui vont valoriser tel ou tel axe de développement, là encore zéro originalité de ce point de vue-là, et on va rajouter à toutes ces banalités le fait que, en fait, malgré l'aspect assez réduit en action, à son tour de jeu, il y a une espèce de tension sur l'ensemble de la partie, où on se dit comment je vais faire avec si peu d'action, mais il y en a pas à notre tour de jeu. Et il y a quelques combos satisfaisants, mais ça s'arrête un peu là. On est assez loin, je trouve, en termes de tension et de sentiment de jeu, d'émotion sentie d'un, par exemple, Le Roi est mort de Pierre Sylvester, qui lui aussi propose très très peu d'action dans une partie, mais de manière que je trouve beaucoup plus tendue, beaucoup plus intéressante, sans laisser une seule seconde d'ennui. Donc un peu comme pour Deadlies, même si je préfère, je pense, Deadlies, le jeu de défausse de Yellow, Wild Space, pourquoi pas y rejouer ici ou là, mais je trouve que ça reste assez oubliable, et encore une fois, ce ne seront pas des parties qui seront à mon initiative. Et voilà donc pour cette première partie de vidéo, avec quand même des choses un peu plus mitigées que vraiment des gros rejets. On va continuer à, vous savez, un peu monter l'échelle du plaisir avec cette fois les jeux que j'ai aimés de manière un peu plus franche en août.
Alors vous allez voir aussi à mon avis sur le Renard des Bois du Haut, en fait il était prévu pour le mois dernier, pour les découvertes de juillet, j'avais tout préparé, mais juste dans le montage final j'ai oublié de mettre ce segment, donc vous l'avez pour août. L'avantage c'est que j'avais déjà tout fait, donc allez, on peut y aller donc pour les jeux que j'ai appréciés en août. Je crois que ça fait un certain temps que je vous ai pas parlé de jeux exclusivement solo. Alors il y en aura 2 ce mois-ci, et le premier c'est un Scott Helms, un auteur que j'apprécie, et qui était déjà aux manettes d'autres jeux solo chez Button Shy, que ce soit l'île des Prédateurs ou au Griffon Fonfon, donc c'est cette gamme qui est traduite par Matago en français. Et d'ailleurs, au sein de cette gamme-là, j'avoue que ces jeux, ça fait partie de ceux que je préfère, et je vous avoue que Insurmontable va s'ajouter à cette liste avec un système assez solide. De manière générale, je trouve que c'est vraiment dans la création de systèmes que Scott Helms il arrive à briller, en plus de proposer des jeux solo dont je préfère la conclusion, je vous l'ai déjà dit, mais de victoire-défaite à ce que proposait par exemple Beacon Patrol, dont je parlais plus tôt avec cette échelle de score et ce nombre de points qu'on peut atteindre, là où Insurmontable, on gagne ou on perd. Je trouve que il y a dans cette gamme-là, la traduite par Matago, il y a quelques jeux solo qui sont super alambiqués, je pense à Pentaquark par exemple. Voilà, Insurmontable, lui, comme les autres jeux de Scott Helms, c'est assez évident dans la prise en main, et en fait la difficulté vient pas de la compréhension des règles, mais dans l'utilisation du système, plus que dans le système en lui-même. Peut-être que je regrette le manque de variété un peu des pouvoirs à utiliser sur les cartes, même si évidemment l'aléatoire de l'ordre de sortie des cartes va permettre des situations qui rarement sont précisément les mêmes, donc il y a quand même pas mal de variété de ce point de vue-là, du fait du système. Et ce qui donne envie d'y revenir, c'est aussi ce système de niveau de difficulté, qui là encore, c'est pas quelque chose non plus de nouveau pour Scott Helms, et souvent, je vous avoue que je suis pas un grand fan de ces niveaux de difficulté, de ces variantes experts, trucs, machin. J'ai le sentiment souvent que c'est un peu un gimmick, un peu artificiel, et là, je trouve que non. Il y a une vraie progression, le premier niveau, il sert un peu de tutoriel, il est assez accessible, il permet vraiment de découvrir le système et comment l'utiliser, et on peut rapidement passer au deuxième niveau, qui est déjà beaucoup plus compliqué, alors même que alors qu'il n'y a pas grand changement de système, c'est juste qu'on a un peu moins de cartes disponibles, et du coup il faut un peu plus réfléchir à comment utiliser les pouvoirs, là où dans le premier niveau on peut y aller un peu plus librement. Et alors surtout à partir du troisième du troisième niveau, il y a vraiment une reconsidération globale du jeu et de comment agencer tout ça, parce qu'il y a des nouvelles contraintes fortes de placement. Et je vous avoue que j'aime beaucoup le fait que en montant de niveau, on va garder aussi les contraintes des niveaux précédents. C'est pas au niveau 3, tu oublies tout ce que tu as fait dans les niveaux 1 et 2, mais il y a cette nouvelle contrainte. Non, tu gardes les contraintes du niveau 2, mais tu rajoutes celles du niveau 3. Au niveau 4, tu rajoutes aussi celles du niveau 3, du niveau 2, plus du niveau 4. Il y a une espèce d'accumulation comme ça qui à la fois vient rendre le truc beaucoup plus compliqué, mais qui permet aussi de se concentrer un peu sur les nouvelles conditions, les nouvelles difficultés, et garder à l'esprit un peu en fond les précédentes qu'on a à peu près maîtrisées. Alors j'imagine que comme pour d'autres jeux de la gamme, Matago va proposer les extensions qui sont déjà existantes chez Button Shy. Je pense que pour le coup ça pourrait apporter pas mal de nouvelles choses, un peu comme, je sais pas, dans des jeux de cartes évolutifs ou des jeux de cartes à collectionner, où en gros c'est vraiment les nouvelles cartes qui vont changer la dynamique et la méta un peu du jeu. En tout cas, en attendant d'éventuelles extensions, je pense que je vais faire pas mal de parties d'Insurmontable, j'en suis déjà une dizaine, et je vais enfin essayer de sortir victorieux de ce niveau 3 qui me résiste encore. Love Letter, ça a été une gigantesque baffe pour moi à sa sortie, et ça continue en 2023 de faire partie de mes jeux vraiment préférés. Je trouve que c'est un jeu d'une simplicité incroyable, mais les parties sont super riches en interactions, en retournements, de situations et tout. Moi, en fait, j'aime tellement ce jeu que je le trouve tellement élégant et tellement évident que j'ai jamais voulu jouer à aucun de ces spin-offs, qui sont des thématisations, alors parfois très très belles, mais plus ou moins attirants selon, et plus ou moins commerciales et plus ou moins plaquées. Notamment, je craignais, au-delà de la manœuvre mercantile évidente, un effet parfois King of New York ou Welcome to Las Vegas, à savoir une espèce de complexification un peu absurde, qui soi-disant va viser à apporter un peu plus de profondeur ou de contrôle à des jeux dont en fait l'essence elle est pas là-dedans, et c'est pas la peine d'essayer d'en mettre si le jeu ne s'y prête pas. Mais voilà, donc c'est Jérémy, toujours lui, dont je parlais dans les déceptions. C'est pas lui la déception, mais lui c'est un gros fan de comics, et du coup on va chez lui, il nous propose cette version de Marvel, ce qui, je parlais de démarche mercantile et commerciale, bon voilà, Marvel ça se pose là, et finalement, vous vous en doutez du fait qu'il soit dans cette partie et pas dans la précédente, sans atteindre évidemment la cheville du Love Letter original, c'était plutôt une bonne surprise. Au-delà de quelques pouvoirs qui sont modifiés pour un peu le bien de l'adaptation, c'est surtout la structure globale du jeu qui est modifiée, puisque dans Love Letter, normalement on est chacun ou chacune pour soi, et là, dans cette adaptation, c'est un système de 1 ou 1 contre toutes et tous. Avec ce système un peu de grands méchants, avec un peu d'asymétrie qui va représenter pas mal la différence d'objectif des deux camps. Chaque camp
ayant aussi des decks spécifiques. Du coup, il y a un camp, c'est les héros et les héroïnes Marvel qui ont pour seul but en fait d'éliminer Thanos en diminuant ses points de vie, et évidemment en coopérant. Et cette idée de coopération, elle existe vraiment, hein, puisque de temps en temps, il y a vraiment de l'importance de manière ponctuelle dans le choix d'action, dans quel ordre on va le faire, de faire telle action de telle carte pour bénéficier à tel partenaire qui joue après nous. Thanos, lui, de son côté, il a deux possibilités. Soit il élimine les héros et les héroïnes, un peu de la même manière, hein, en infligeant des points de dégâts, ou soit il arrive à rassembler les 6 pierres d'infinité, qui ont par ailleurs des pouvoirs assez puissants qui vont permettre de compenser le fait d'être seul. Alors moi j'ai pas joué Thanos, j'ai joué du côté des héros et héroïnes Marvel, mais je pense que je préfère le jeu de Thanos qui m'a l'air plus varié, même si je l'ai dit, hein, jouer de l'autre côté ça offre quand même des choix intéressants en termes de coopération ici et là. Par contre, je trouve que justement Thanos, en fait, il y a une belle immersion dans le personnage, notamment si on arrive à rassembler les 6 pierres d'infinité, c'est le snap, hein, et en fait, de manière assez... c'est presque un réflexe assez instinctif. Hop, on va claquer des doigts quand les 6 pierres sont rassemblées pour mettre fin à la partie, et ça va évidemment rappeler en fait le snap par le geste, et je trouve ça très cool. Là où du côté des héros et héroïnes, c'est un peu plus interchangeable, en fait, on fait plus appel à ces différentes personnes qu'on ne les incarne avec leur spécificité, puisque les différentes cartes, c'est différents héros et héroïnes, et c'est pas chaque joueur ou joueuse qui en incarne un ou une. Alors il y a quand même quelques lourdeurs, hein, comme ce système, je sais plus comment ça s'appelle, ces points, mais qu'on va accumuler pour essayer de faire plus de dégâts quand on va en infliger, et dans l'ensemble, faut bien le dire quand même, on perd de ce qui fait vraiment la puissance et l'identité de Love Letter, du Love Letter original, mais quand même, on est assez loin d'un bête plaquage du thème avec juste des illustrations. Il y a vraiment eu un vrai travail pour adapter le système de Love Letter à la lutte entre Thanos et les Avengers. Alors ça en reste, hein, sans doute une très grosse opération pour gagner du fric avec la licence, très clairement, mais au moins, alors on peut rejeter cette démarche, mais on a quand même quelque chose d'intéressant à la fin. Bon après, vous me donnez le choix entre le Love Letter d'origine et celui-ci, le choix est très vite fait. Celui-ci aussi, c'était une découverte chez Jérémy. Jérémy, donc j'ai continué à raconter sa vie, hein, donc cet ami du collège. Il est récemment arrivé en Alsace et du coup, on a ludiquement étraîné leur nouvel appartement. Et moi j'en ai profité pour offrir Mantis parce que j'avais lu ou entendu pas mal de bons retours, et du coup ça a été l'occasion d'essayer à 4. Alors me jetez pas la pierre s'il vous plaît, hein. Je suis sûr que vous aussi vous offrez à vos amis des jeux dont vous êtes curieuse pour pouvoir les essayer. Donc Mantis, c'est un jeu qui est un dans ta face, hein, un jeu très filou qui va parfois pousser un peu à favoriser le sentiment de vengeance plutôt que de chercher la victoire. On va juste s'énerver contre quelqu'un qui nous a piqué les cartes plus tôt, et c'est vraiment tout con, mais il y a, au dos des cartes, il y a des petites probabilités sur les couleurs que peuvent avoir les rectos des cartes, et ça suffit à donner un tout petit peu de choix en plus, évidemment. Donc il y a ce choix là cette donnée là qui va entrer en compte dans le choix qu'on va faire, avec en plus évidemment la considération de à qui on va voler les cartes, selon ce que les personnages ont devant elles, selon ce qu'on a devant nous, selon le nombre de points que les personnages ont sécurisés. Ça me rappelle un peu, en quand même moins réussi, l'excellente Maudite Momie, qui avait un peu le même genre de dynamique, avec un but quand même un peu différent, même si dans les deux cas on a une course, c'est quand même pas le même but de jeu. Et il y a aussi un autre jeu que ça me rappelle, cette fois du côté du flux de jeu, avec ces cartes qui circulent très rapidement entre les personnes autour de la table et qui vont un peu faire des tours de table, et aussi avec le sentiment de rage que peut provoquer ce mouvement. Ça me rappelle Hit de Knizia, qui est un jeu incroyable, même si pour le coup le chemin pour arriver un peu à ces sensations, c'est pas du tout le même chemin, puisque dans Hit c'est un stop ou encore, alors que c'est pas du tout le cas dans Mantis. C'est étonnant aussi, je sais pas exactement comment ça se fait, mais le jeu pousse en fait à vouloir accumuler les 10 cartes d'une seule couleur, et donc de gagner d'un seul coup, plutôt que de panacher et de jouer un peu la sécurité, ce qui est sans doute, je pense, une stratégie plus viable, mais voilà, plus souvent on avait envie d'aller chercher toutes les cartes d'une couleur et à continuer d'aller piquer beaucoup de cartes plutôt que de sécuriser un peu moins, même si bon voilà, ça c'est peut-être aussi la façon dont on a joué, et que 2 parties ça suffit pas à estimer grand chose en termes de dynamique globale et à grande échelle. On est donc dans du jeu de cartes assez basique, hein, qui n'a pas les subtilités mécaniques par exemple d'un Hold'em Mao Mao ou Villain the Card Game, c'est le même jeu, hein, mais dont les sensations ça correspond exactement à ce que j'attendais du jeu, et c'est des sensations que moi j'aime plutôt. Et alors on va quand même finir sur l'éléphant au milieu de la pièce, hein, on peut pas parler de Mantis sans en parler, l'édition complètement conne du jeu. Elle a déjà été, je pense, pointée du doigt par à peu près tout le monde du côté francophone. Moi, pour un jeu de cartes de ce type-là, je veux un paquet de cartes classiques. Je veux pas une boîte remplie de vide sous prétexte qu'on va mettre le produit en avant. Je pense honnêtement qu'avec les bons retours, pourtant je savais que c'est un jeu qui peut me parler, mais je pense que ça a été la raison principale de mon achat avant de l'offrir. Et je suis bien conscient d'ailleurs que, en ayant offert moi-même ce jeu, je participe un peu à cette mascarade qui est injustifiable, quel que soit le niveau. Sachez que quand même, auparavant, j'ai pu croiser des gens qui avaient émulé le jeu, ce qui paraît assez simple,
au vu des cartes, et du coup ces gens-là se promenaient avec Mantis dans leur poche, les cartes entourées d'un élastique, ce qui est un format bien plus agréable et bien plus pertinent. Rester dans une espèce d'absurdité éditoriale comme ça en 2023, c'est une honte en fait de la part des éditeurs, quelle que soit la qualité du jeu derrière, c'est inadmissible. Lors de la toute première vidéo de ce format, c'était en janvier, je vous avais parlé du jeu de pli à 2, le Renard des Bois. Alors faut savoir que j'ai pas mal rejoué le mois passé, notamment sur application, et ça confirme mes bonnes impressions de l'époque, même si dans le genre il y a plein de propositions que je trouve plus malignes et que je préfère, hein. Je vous ai parlé le mois dernier du Schnapson notamment. Et alors on m'a souvent dit du bien de cette version coopérative, qui a priori n'est pas développée par l'auteur du jeu de base, Joshua Bruegel je crois, mais c'est un développement qui est attribué à l'équipe de Foxtrot Games de manière générale. Alors pour ce qui est des visuels, je pense que les opinions sont aussi tranchées que pour le premier, et pour la thématisation, je trouve que c'est toujours complètement claqué, même s'il y a certains éléments pertinents, j'y reviendrai, mais bon, sinon, ouais, les petits textes dans les règles et tout, waouh, ça va loin. Et il faut aussi revenir quand même un moment sur ce titre qui est assez absurde, le Renard des Bois duo, puisque le jeu compétitif, il se joue aussi en duo, même si c'est pas coopératif. Passer ces remarques, je trouve quand même assez intéressant la manière dont cet opus, il prolonge l'expérience de la version compétitive, mais il offre une structure et des sensations vraiment différentes. Il y a l'espèce de tir à la corde coopératif pour récupérer des diamants qui est plutôt bien pensé, avec vraiment il y a l'impression de lâcher du mou, d'en reprendre, de d'abord commencer par le centre, puis de devoir courir après les extrémités. Les pouvoirs, je trouve qu'ils sont aussi très bien trouvés, ils apportent vraiment ce qu'il faut de souplesse et ils permettent de combattre la communication limitée qui est assez classique dans ce genre de jeu. Alors je regrette juste un pouvoir du jeu compétitif, c'était le pouvoir je crois de la carte 5, qui permettait de piocher une carte et d'en défausser une autre, ou la même, parce que mine de rien il y a quand même pas mal de cartes laissées de côté dans la version duo et ça peut être fatal entre guillemets à la stratégie, donc ce pouvoir là je le trouvais assez pertinent. Le jeu de Foxtrot Games, il parvient quand même à maintenir la pression tout le long, parce que gagner, même au niveau le plus simple, c'est vraiment loin d'être acquis. Jusqu'au dernier moment, il faudra faire les bons choix, avec toujours les risques de la défaite, lorsque, si je parlais de thématisation bien trouvée, c'est quand on s'égare dans la forêt un peu, quand on dépasse le chemin, ça a plutôt du sens, et voilà, bon, après on se demande comment on trouve le chemin du retour, puisqu'on revient au point de départ, mais soit, je trouve que c'est plutôt bien foutu. La pression, elle va s'accroître avec les manches, puisque va y avoir de moins en moins de lieux disponibles, le chemin va se raccourcir, donc la sortie de route va être d'autant plus probable. Donc ouais, et puis les émotions sont là, la joie quand on arrive à obtenir tout pile ce qu'on pensait, quand on pensait aussi parfois que le tour était complètement perdu mais que notre partenaire nous sauve la mise avec la bonne carte. Alors je vous avoue, je saurais pas dire laquelle version des deux jeux je préfère, peut-être que par l'attrait du neuf, j'aurais là tout de suite plutôt envie de pousser la version coop, mais je pense pouvoir vous recommander, si vous aimez les jeux de pli et que vous jouez à deux, les deux versions sans souci. Après voilà, il y a Acclaim, Jekyll vs Hyde, le Schnapson Vidrasso, qui sont pour moi un peu mieux, mais aucun de ceux-là est coop, donc donnez-lui une chance. Voilà, c'est quand même une particularité parmi tous ceux que j'ai cités d'être coopératif. Le mois dernier, je vous ai parlé de Linko, auquel j'ai d'ailleurs pas mal rejoué en août, notamment à 2, et ça confirme vraiment mon très bon feeling sur le jeu, je vous le recommande encore une fois. Et bien, parlons une fois encore de ce duo dynamique, vous savez, le dynamic duo qui n'est pas Batman et Robin, mais qui est Kisling et Kramer, ce duo qui est auteur de nombreux classiques, je vais pas y revenir dessus. Et cette fois, on repart en 2005, avec un jeu dont j'ai longtemps entendu le nom allemand, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est Verflixt, en anglais c'est That's Life. Il faut dire que bon voilà, le titre francophone, To Can Do It, il est pas exactement mémorable, si ce n'est pas totalement ridicule. Et quand on nous parle, ces dernières années, de jeux accessibles à toutes et tous, du renouveau de monde de jeux de société par un public plus large, avec des jeux plus abordables, destinés à la famille, et ben qu'est-ce qu'on fait de ces jeux-là qui est d'il y a plus de 15 ans, de 2005, en fait ils étaient déjà accessibles à toutes et tous, ils étaient déjà destinés à tout le monde, souvent par ailleurs ils étaient plus malins que les sorties actuelles, et en plus ils ont pour eux une antériorité, donc le fait d'avoir été créés avant, et pas de pas avoir été inspirés par autant de jeux que les jeux actuels. Quel besoin on a en fait en 2023 de 26 nouveautés qui sont toutes similaires, que je parlais d'Elawa, c'est toutes les mêmes systèmes de collection, quand il suffira en fait de se dire « Hey, regardez Verflixt, regardez To Can Do It », remettons-le en avant, continuons de l'éditer, remettons-le peut-être au goût du jour en termes de visuel, peut-être en termes de titre aussi, parce que voilà, comme un Lucky Numbers ou un Cartagena, comme beaucoup de jeux en fait des années 2000 qui étaient familiaux, même si Lucky Numbers est un peu plus tardif, on est face à un jeu qui est limpide, tout est compris en un instant, il n'y a pas de fioritures, il n'y a rien qui vient en fait masquer une espèce de manque de solidité, de cœur de jeu. Il y a un cœur de jeu, on a trouvé ce cœur là, pourquoi le masquer avec de la collection, du bidule, du machin? Non, il y a le cœur, il suffit, ça fait un putain de bon jeu, voilà. Et d'autant plus que, quand on découvre To Can Do It, on a l'impression d'être comme un peu dans la souricière, dont je parlais plus tôt, dans un roll and move un peu con, je lance mon dé et puis j'avance un pion de temps de cases, mais la différence c'est qu'on se rend vite compte que c'est un roll and move très intéressant, parce qu'on a plusieurs pions
On va récupérer les tuiles non quand on arrive dessus, mais quand on en part, et seulement si plus personne n'est dessus, donc on était le dernier pion dessus. Il y a les tuiles trèfle qui permettent de transformer les points négatifs en positifs, qui vont donc... On n'a pas envie de récupérer des trucs très négatifs, mais en même temps si on arrive à les transformer en très positifs, c'est mieux. Il y a aussi cette possibilité-là de donner ou de prendre des tuiles aux autres. Tout ça, ça fait un cocktail super explosif qui va réserver plein d'interactions, de chouineries, de duels silencieux ou non, où on attend que il y a ce côté un peu duel au soleil où on est tous les deux sur notre tuile et on se dit c'est toi qui partira en premier. Il y a aussi ce sentiment parfois d'injustice, de colère face à certains lancers de dés qui sont de l'aléatoire mais qui apportent beaucoup de vie au jeu. Il y a aussi la mise en place qui est un peu aléatoire, qui va donner des parties aux dynamiques très différentes et des manières de jouer qui le sont tout autant. Donc voilà, Fairflix en 2023, c'est toujours un très bon représentant de ce que le jeu de société a d'intéressant à faire découvrir à un public très large. Et j'en ai parlé déjà le mois dernier, je crois, mais c'est cette fichue audience-là. Les éditeurs d'aujourd'hui sont là à se dire il faut viser ce public. C'est des jeux qui sont aujourd'hui pensés pour une cible avant d'être pensés comme des jeux. Il faut plaire à ce public, c'est pas faut faire un bon jeu. Alors que j'ai l'impression, alors peut-être que c'est vieux con, peut-être aussi que c'est complètement déformé le passé. J'ai l'impression que les jeux à l'époque, enfin en tout cas que Fairflix par exemple, il a été créé pour faire un jeu et pas pour toucher quelqu'un. Et que en fait, le jeu, dans ce qu'il est finalement, arrive à toucher plein de monde et à être potentiellement un gros hit, bien plus que un Sur les traces de Darwin, ou bien plus que, je sais pas, un Elawa. C'est un public beaucoup plus large, mais j'ai pas l'impression que ça visait ce public-là. En fait, c'est juste le jeu qui, naturellement, entre guillemets, hein, encore une fois, il y a peut-être une forme de romanticisation de cette époque, va toucher ce public-là parce que le jeu est bien. Après voilà, bon, d'un point de vue personnel, moi je suis ravi de l'avoir découvert, de pouvoir le recommander. Encore une fois, découvrez-le. Il y a un peu mais il y a quand même ce je ne sais quoi qui moi me le rend un peu moins addictif, par exemple qu'un Lucky Numbers ou qu'un Can't Stop, pour citer d'autres classiques, qui vont moi me procurer des sensations un peu plus intenses. Et c'est sans doute la seule chose qui l'écarte des tops, même si je pense que il y aurait peut-être tout à fait sa place quand même pour pas mal de monde. Moi je sais que voilà, c'est pas les sentiments de jeu qui vont être provoqués qui sont ceux que je préfère, mais voilà, bon, évidemment je disais accessible à tout le monde, mais avec un choix de nom pareil, avec un To Can Do It, difficile quand on le trouve en magasin de vouloir lui laisser sa chance, hein, c'est sûr. On abandonne Kramer mais pas Kisling, on va sauter 2 ans en avant, on va arriver en 2007 avec Viking, dans un tout autre genre pour le coup, et une toute autre difficulté de jeu. Alors Viking c'est un jeu qui a un peu tout du jeu allemand des années 2000, c'est Hans im Glück, c'est Michael Kisling, et c'est Harald Liske aux illustrations, et Michael Menzel aussi, voilà, vraiment tout est allemand là-dedans, et c'est aussi en plus en termes de jeu, un feeling qu'on retrouve dans pas mal de jeux du genre de l'époque, avant qu'on qualifie un peu l'Eurogame, c'était vraiment plus qualifié comme des jeux à l'allemande avec une certaine sécheresse, j'ai envie de dire, avant les années 2010 où l'Eurogame en fait n'est plus devenu un jeu à l'allemande mais c'est devenu un enchevêtrement de mécaniques qui sont collées les unes aux autres sans vraie ligne directrice, avec des trucs qui sont souvent un peu boursouflés. Je pense à tous les jeux italiens, peu importe la qualité ou non, il y en a que j'aime beaucoup, mais ou du Tzolk'in ou des Lacerda, etc., qui manquent un peu pour moi de ligne directrice et qui justement sont un peu too much, un peu boursouflés, où il y a ce côté où on a l'impression qu'empiler ça va permettre, oh là là, un jeu ultra profond, parce que tu te rends compte, il y a du ketchup, il y a de la mayonnaise, il y a de la moutarde, il y a aussi, n'oublie pas de mettre un peu de Nutella, mais est-ce que le goût est bon? Je ne suis pas sûr, peut-être, j'ai jamais essayé, mais ouais, il y a ce côté-là où vraiment on dit, oh là là, c'est tellement rejouable parce qu'il y a 26 milliards de mises en place différentes, et en fait le jeu c'est de la merde, c'est pas grave qu'il y ait 26 milliards de mises en place différentes. Encore une fois, il y a des jeux du genre que j'aime bien, hein, c'est pas ça la question, mais en tout cas, c'est des esthétiques différentes. Clairement, vous pouvez aimer les Eurogames très récents, Adaptil et tout, mes compagnies, hein, ça y a pas de souci. Mais j'avoue que moi je suis un peu plus sensible à cette espèce de sécheresse, de pureté du truc, où vraiment on essaie de procurer un sentiment avec des choix de game design plus simples. Alors Viking, mais pas de combat ni de pillage au programme, hein, on n'est pas dans Blood Rage, même si Blood Rage c'est pas non plus un Ameritrash, mais on est dans vraiment du jeu, on va essayer d'optimiser l'utilisation de son argent pour marquer plus de points que l'autre en fin de partie. Et alors pour ça il y a un système de lots à récupérer, c'est des lots qui contiennent une tuile et un meeple, chaque couleur de meeple ayant ses spécificités et pouvant aller juste sur certaines tuiles. Il y a aussi évidemment quelques contraintes de pose de tuiles en termes d'adjacence, etc. Et pour ça on a un système de marché, un marché mouvant, alors vous le voyez pas sur Yucata, mais c'est normalement une roue mobile, où en fait on l'a fait tourner petit à petit. D'ailleurs je pense que c'est ça qui a conduit à parler du jeu comme un jeu de rondelles, même sur BGG1 où il est catégorisé comme tel, alors que je pense que c'est pas le cas du tout. Même si je peux éventuellement voir pourquoi, si on considère que c'est l'argent qui, enfin selon l'argent dont on dispose, qu'on peut aller à tel nombre de cases, ça reste un peu pour moi pas du tout un jeu de rondelles, je vous l'avoue. Et c'est vraiment un jeu qui pose pas mal de contraintes. Le choix des lots. Est-ce que je veux cette tuile avec ce meeple, etc. Enfin la colorito, bref, ça, voilà.
mécanique classique en termes de choix. Il y a aussi, est-ce que je veux laisser cette ouverture à l'adversaire? Il y a aussi, où est-ce que je vais poser ma tuile? Est-ce que mes meeples, je vais les poser tout de suite sur ma tuile? Est-ce que j'ai le droit de les poser? Est-ce que je veux les poser? Est-ce que je les garde pour la fin de round pour les poser autrement? Comment j'organise aussi mes tuiles pour former des îles, pour viser des îles plus grandes que les autres, etc. Et alors faut dire que moi je suis pas trop je m'en suis rendu compte justement petit à petit en parlant des jeux de société que le jeu de pose de tuiles à la Carcassonne, etc. Alors il y en a que j'aime beaucoup, je pense à Cacao par exemple, mais c'est rarement un genre dans lequel j'aime beaucoup me plonger, notamment les jeux où il va falloir se développer en fait dans différentes directions pour optimiser l'espace un peu avec des connexions et tout. Et alors là, ce qui est rigolo, c'est qu'on est dans de la pose de tuiles, mais on n'est pas comme ça dans cette dynamique spatiale, en tout cas pas dans toutes les directions. On est en fait dans un tableau où on doit plutôt considérer vraiment chaque ligne que vraiment l'ensemble des lignes et des colonnes entre elles. Je sais pas si c'est clair, mais c'est vraiment ligne par ligne en fait qu'on va se développer. Et alors, il va y avoir des ouvertures qui vont permettre de poser des tuiles de manière verticale et tout. Mais en termes d'efficacité et de comment réussir à marquer des points, on se concentre vraiment ligne par ligne. Et du coup, c'est un peu plus simple pour moi. Donc voilà. Et il y a aussi un truc, en fin de partie, il y a un sentiment qui est assez étonnant et qui est cool, c'est qu'en fait, si on compare nos plateaux à la fin, bah ils se ressemblent. On a l'impression qu'on a fait la même chose. Et pourtant, on n'a pas le même score, et pourquoi? Parce que les chemins qui ont mené à ce final sont très différents. Donc vous le savez, j'ai parlé de chemin et de destination plus tôt dans la vidéo, et ben là il y a vraiment la même destination un petit peu en termes de visuel en tout cas, pas en termes de score mais en termes de visuel on se dit ah mais on a fait la même chose, et en fait ben non, parce que le chemin était totalement différent, et du coup les scores et les dynamiques, les manières de jouer pour chacune, c'est pas aussi similaire que ce que pourraient laisser penser les tableaux finaux. Et il y a aussi une dynamique que j'aime bien, c'est on peut ne plus avoir de fric. Ça va permettre de prendre le lot qui est le moins cher, parce que sinon on n'a pas le droit de le prendre. Enfin bref, c'est des détails mécaniques sur lesquels je passe, mais c'est une vraie stratégie de se dire je suis ruiné, parce que comme ça m'ouvre cette possibilité. Du coup c'est vraiment Viking une belle découverte, assez différente des propositions actuelles, dans un format et des fenêtres de choix qui moi me plaisent bien, et j'ai en plus l'impression de pas jouer un jeu trop dans l'optimisation, même si en fait le côté aléatoire il intervient que dans les mises en place des rounds, puisque après une fois que c'est posé on l'a sous les yeux, mais ça suffit en fait pour donner des dynamiques assez différentes selon les lots formés, selon le prix qu'ils vont avoir ces différents lots. Je trouve par contre que la manière de marquer les points ou le système de revenus qui sont un peu plus classiques, notamment je vous ai parlé de ces histoires de taille deal, si on a le plus de nombre deals on va gagner des points bonus, si on a la plus grande deal pareil, un aventurier du rail, la plus grande route, bref, et ça a quand même une certaine importance dans le score final, mais ça me paraît un peu superflu, donc en fond vous le voyez, il est sur Yucata, n'hésitez vraiment pas à le découvrir, je pense qu'il en vaut la peine. Et comme d'habitude on va finir cette vidéo avec les derniers barreaux de l'échelle que je commence à grimper, le top du top, les expériences vraiment les plus marquantes du mois d'août. Allons-y. Je crois bien que cette vidéo, c'est l'une de celles où il y a le moins de jeux de pli ou de défausse. Il fallait donc évidemment que j'en case un petit dans mes tops. Alors celui-ci je l'ai découvert grâce à Shobu sur playingcards.io dont je vous ai déjà parlé, j'en ai refait quelques parties parce que j'étais assez convaincu par la dynamique du jeu. Moi j'aime bien dans les jeux de cartes comme ça, c'est des jeux qui sont parfois difficiles à thématiser et du coup parfois ils se contentent de leur titre en fait pour exprimer un sentiment de jeu global, et ici à Falsche Fährte on peut le traduire par sur une mauvaise route, sur de mauvais chemins, et on comprend pourquoi en fait dès qu'on fait la première partie. On est dans du jeu de pli très classique, on joue des cartes, il s'agit de suivre à la couleur demandée, il y a un atout qui peut changer au cours de la partie, et selon le nombre de plis qu'on a réalisé, on va marquer des points différemment selon les manches. Mais le twist, parce que souvent il y a un twist dans les jeux comme ça, il vient du fait que avant un certain nombre de plis, on sait pas si on va devoir essayer de faire le plus de plis ou si on va devoir essayer de faire le moins de plis. Parce que ce choix-là, il va se faire en fait en révélant des cartes. C'est des cartes qu'on va écarter des mains en début de partie, en début de manche, à raison d'une carte par joueur ou joueuse, et en fait, au fur et à mesure de la main qu'on joue, on va les dévoiler petit à petit. Un peu comme au poker, vous savez, on révèle, je sais plus comment s'appelle ce truc central, mais la rivière peut-être, et en fait, selon la valeur atteinte par le total de ces cartes-là, sachant que la valeur elle va dépendre du nombre de personnes autour de la table évidemment, mais selon cette valeur là, soit on sera dans ce qu'on appelle du trick avoidance, on va essayer de ne pas prendre des plis, un peu comme dans la dame de pique par exemple, ou au contraire, si on arrive à une certaine somme, on va être dans une situation où on va viser
le fait d'avoir le plus de plis. Principe très simple, mais ça donne un flow très très spécifique au jeu, il a vraiment un tempo particulier, et ça entraîne plein de petits choix et de petites incertitudes, et je trouve, on en discutait un peu avec Shobu, je trouve que ce jeu-là, qui est un jeu allemand, voilà, il a été réédité chez les japonais et tout, mais à la base c'est un jeu allemand, et il y a un peu un côté qui s'inscrit dans la veine des jeux de David Parlett, en termes de feeling, hein, David Parlett, voilà, 99, je vous en ai parlé, qui est un grand auteur de jeux de cartes, et c'est vraiment, au Falscher Ferte, un jeu où on va devoir évaluer sa main, dès le début, se demander quelle carte on va retirer, avec les implications que va avoir ce retrait-là, puisque c'est à la fois potentiellement des coupes, c'est aussi parfois des atouts qu'on s'enlève, c'est aussi ce qu'on peut rajouter à la valeur totale, donc à quel point on participe au fait de faire une manche où on va devoir gagner ou ne pas gagner des plis. Et petit à petit, en fait, selon les cartes qui vont être révélées, on va devoir se réadapter, changer de stratégie, tâtonner un petit peu, d'où le nom du jeu, hein, puisqu'on met un certain temps à savoir dans quelle direction vraiment il va falloir aller. Avant de savoir ça, avant de savoir si oui ou non on est dans quel type de manche, on va tâtonner, on va se dire je sais pas trop, on va se laisser des possibilités de changer d'angle d'attaque à un moment donné. On va essayer un peu d'évaluer ce que chaque personne a pu vouloir privilégier comme type de scoring selon comment les personnes jouent. Ça peut aussi donner évidemment du coup un peu de bluff. Et en fait les moments où vraiment on révèle les cartes une par une, c'est vraiment des moments qui sont pleins de suspense et qui peuvent totalement changer un peu le mindset, la tournure d'esprit dans laquelle on est. Dans les secondes qui suivent en fait ces cartes retournées, il y a vraiment... on est là et puis on avait des idées, et puis c'est les informations et les possibilités qu'elles entraînent par juste une carte en plus retournée, c'est quelque chose qui se bouscule dans la tête et je trouve ça super cool. Et le dernier point, quand même pas négligeable, c'est que quelques plis avant la fin de la main, la personne qui est la moins bien placée dans la manche va pouvoir changer l'atout. Si c'est une égalité, on change rien. Ça paraît pas grand chose, on pourrait se dire ouais de toute façon elle a déjà perdu, c'est pour ça qu'on lui met ça un peu en mécanique de catch-up. Détrompez-vous, ça peut vraiment renverser la vapeur. Alors parfois ça change pas drastiquement ce qui était déjà en marche, hein. Clairement il y a des manches où ok je le change mais ça va pas changer grand chose. Mais plus d'une fois, ça arrivait que ça permette un gros retour de la personne qui était en dernière position à ce moment-là, ou du moins si elle devient pas première, ça peut modifier quand même l'ordre établi. Parce que ce que ça va entraîner, du coup on sait qu'il va y avoir ce changement potentiel, du coup parfois on va viser cette dernière place parce que on pense avoir le jeu pour finir de manière spectaculaire. Ou au contraire, peut-être qu'on va se dire j'ai pas envie que cette personne-là puisse changer l'atout, donc je vais essayer de la priver de cette option, par exemple en faisant égalité. Et donc on est comme ça tout le temps en train de naviguer entre des intuitions, des idées, des tiraillements, et en plus on doit évidemment faire avec les bâtons que les autres essayent de nous mettre dans les roues. Alors c'est un jeu, hein, comme souvent ces jeux de cartes, c'est assez difficile à trouver au Falscher Ferte, au moins à des prix abordables parce que sinon il faut payer l'import et compagnie, mais comme là aussi assez souvent avec les jeux de cartes dont je parle, il est vraiment hyper facile à émuler, il vous suffit donc juste des règles qui se trouvent sur BGG je crois, ou sinon vous me demandez en privé. C'est donc une très très belle découverte du mois qui continue un peu de montrer mon affection pour les jeux du genre, le jeu de pli allemand. Et pour une fois, ce n'est pas un Rainer Knizia qui était absent de toute cette vidéo, et je crois que ça doit être une des premières fois, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Le mois dernier, je vous parlais de Mind Up, de Maxime Rambourg, vous savez, le Christopher Nolan du jeu de société, je l'appelais comme ça, et de la relation un peu ambivalente que j'avais avec Mind Up justement avec ce jeu, et je vous avoue que dans l'ensemble, Maxime, j'en parlais le mois dernier, c'est un auteur dont j'apprécie pas spécialement le travail, ou en tout cas jamais totalement. Je trouvais par exemple Arena for the Gods un peu bancal, pareil pour Big Book of Madness, qui était quand même un jeu coop de deck building avant Aeon's End, je crois, et finalement, il a fait aussi un jeu qui est moins connu, qui est le truc le plus, pour l'instant, qui était celui que je préférais un peu de cet auteur. Et donc Maxime Rambourg, il est avec Théo Rivière sur ce jeu Dracula versus Van Helsing, et côté Théo, je vous ai aussi parlé de plusieurs de ces jeux, hein, depuis que je fais ces vidéos. Alors en général, je suis un peu plus client de ces jeux que ceux de Maxime Rambourg, mais je le dis souvent, je le préfère en tant que personne qu'en tant qu'auteur. C'est rarement des incontournables pour moi dans ma ludothèque, même si j'adore Packet Chips et Salt and Pepper, il est vraiment monté dans mon estime et tout. Mais voilà, ce mois-ci, j'ai fait plusieurs parties de Dracula versus Van Helsing sur Board Game Arena, et en fait, partie après partie, en réfléchissant au jeu, ça a fait passer le jeu de la catégorie précédente, du c'est pas mal, à celle finalement des tops, et donc ouais, je le dis, hein, c'est que de l'expérience numérique, parce que le jeu n'est pas encore sorti, il est prévu normalement, je crois, pour Essen chez Mandu Games, qui est lui aussi un éditeur dont je vous parle régulièrement depuis quelques mois et dont j'aime assez la ligne édito. Alors pour commencer, un petit disclaimer quand même, c'est important. L'éditeur le place dans la lignée de Jekyll vs Hyde, qui est pour moi Jekyll vs Hyde, je parlais de la difficulté à thématiser des jeux de pli, celui-là l'aide merveilleusement, et Dracula vs Van Helsing s'en sort pas mal non plus de ce côté-là. Mais donc ouais, Jekyll pour moi c'est une grosse merveille des dernières années,
J'y ai rejoué d'ailleurs en août, et ça a pas pris une ride, j'ai toujours autant de plaisir. Également, bientôt, devrait pointer le bout de son nez un spin-off coop de Jekyll vs Hyde qui serait contre Scotland Yard, et donc, Dracula vs Van Helsing, il rejoint cette collection de jeux de cartes à 2 uniquement, et du côté de l'éditeur, de Mandu Games, parfois c'est un peu mis en avant comme un jeu de pli. Et alors, sachez que c'est pas du tout un jeu de pli. On est vraiment très loin des sensations du genre, et si vous vous attendez à un jeu de pli et que vous êtes très fan du genre et tout, vous risqueriez d'être déçu. Sachez-le. Je trouve ça un peu dommage, personnellement, de forcer un peu cette nomenclature. C'est du marketing, voilà. Le jeu de pli revient un petit peu à la mode, donc on tente d'appâter un peu le chaland avec en disant « Ouais, c'est un jeu de pli à 2, machin, comme Jekyll vs Hyde ». Non. Surtout que le jeu, encore une fois, n'en a pas besoin. Parce que le jeu est bien. Et y a pas besoin d'en faire des caisses sur « Ouais, c'est un jeu de pli, machin ». Non, c'est pas un jeu de pli, mais c'est pas grave, c'est un bon jeu, c'est l'essentiel. Et évitez juste de décevoir potentiellement les gens qui s'attendent à un jeu de pli comme Jekyll vs Hyde peut l'être. Alors peut-être que d'ici la sortie, le discours va avoir changé autour du jeu. Moi, je conseille à Mandu Games de le faire en tout cas, et je peux que le souhaiter. Maintenant que cette base est posée là, sur l'histoire du jeu de pli ou pas de jeu de pli, l'essentiel, j'ai dit, c'est surtout que c'est un très chouette jeu. Et qui, en plus, est servi par des illustrations somptueuses du toujours talentueux Waverson Santiago, qui est moi un illustrateur que j'adore depuis que je le connais. Et alors, ce qui peut un peu faire croire à un jeu de pli, ce qui peut semer le doute et permettre à Mandu de faire ce marketing un peu foireux, c'est le fait qu'on se retrouve avec des cartes qui ont 3 couleurs, chaque couleur, les nombres vont de 1 à 8, et effectivement, c'est bien d'essayer de retenir un peu ce qui a été déjà joué, ce genre de truc. Il y a aussi un atout, une des couleurs c'est l'atout, cet atout peut être changé en cours de partie. Mais surtout, en fait, plus qu'un jeu de pli, on est dans un jeu asymétrique, de contrôle de territoire, avec des cartes qui ont des pouvoirs. Chaque personne autour de la table, chaque joueur, chaque joueuse, va essayer un peu, avec ces cartes-là, de gagner des duels sur certains quartiers, sachant que chaque quartier va y avoir un face-à-face, en fait, avec 2 cartes qui s'affrontent à la fin de la manche, sachant qu'il y a 5 manches maximum. En gros, en termes de résolution du pli, vous imaginez bien les R guillemets, pour la résolution du duel, ça va être à chaque fois l'atout qui va gagner, et si jamais ces 2 atouts c'est la plus haute valeur, et si ce n'est pas de l'atout, c'est la carte de plus haute valeur et on s'en fout des couleurs. Et en fait, les couleurs, elles sont importantes pour si jamais il y a par exemple 2 sets, alors là il y a une hiérarchie des couleurs qui va être importante. Si j'ai le set jaune et le set vert, et que le vert est au-dessus du jaune, alors c'est le set vert qui va gagner, ce genre de truc. C'est rigolo parce que c'est presque une espèce d'inversion du système de Jekyll vs Hyde qui lui favorisait la couleur sur la valeur. Le côté asymétrique, qui est plutôt bien rendu et qui encore une fois est plutôt bien en termes de thématique, c'est que Dracula va essayer de résister. Il y a deux manières de gagner, soit il arrive à survivre 5 rounds, soit il arrive à transformer un quartier complet, soit 4 personnes, en vampire. Et Van Helsing, lui, son seul but, la seule manière de gagner, c'est de tuer Dracula avant les 5 rounds, sachant que chaque duel gagné sur chaque quartier va lui permettre de retirer un des 12 points de vie du vampire, donc il y a 5 quartiers, on peut faire maximum 5 points de vie perdus à Dracula par round. Voilà. Le premier round, on se cherche un peu, on fait un peu, pas aléatoirement, mais voilà, on s'en fiche un petit peu. Mais il faut savoir que dès le deuxième round, on va favoriser la prise de tel ou tel quartier, parce que si dans tel quartier il y a déjà un habitant qui a été converti par Dracula, on dit sûrement pas converti pour les vampires, mais bon, peu importe, on va peut-être essayer de plus le protéger, il va y avoir une espèce de stratégie d'attaque-défense qui va laisser de la place un peu à un feeling de guessing, et c'est là que tous les pouvoirs vont prendre leur intérêt. C'est des pouvoirs simples, d'autant plus que les pouvoirs sont les mêmes pour toutes les couleurs. C'est le 1 fait toujours ce pouvoir, le 2 fait toujours ce pouvoir. Évidemment, le pouvoir est proportionnel à la valeur, et le pouvoir va s'activer en défaussant les cartes. C'est un jeu qui est direct, qui est tendu, chaque choix a des petits enjeux, il y a un peu d'incertitude. On retrouve aussi un peu de Sea Salt and Pepper, parce que en gros on peut déclencher la fin de manche à partir du moment où il y a 6 cartes dans la défausse, ou bien on peut continuer à jouer, mais si on déclenche la fin de manche, ça laisse un tour à l'adversaire. Et ce tour-là, il peut tout changer, notamment le changement de l'atout et tout, enfin il y a plein de trucs qui peuvent bouger avec juste un coup. Et ça rappelle un peu Sea Salt and Pepper et sa dernière chance, et je trouve ça assez drôle de retrouver ça dans Dracula vs Van Helsing, parce que moi dans ma tête, alors que les auteurs n'hésitent pas à me dire le contraire, mais j'ai l'impression que c'est une mécanique qui a été emmenée par Théo de Sea Salt, alors même que je crois que c'est Bruno Catala qui, inspiré par le Koi Koi, avait introduit un peu cette mécanique dans le jeu édité par Bombix. Et donc ouais, je disais la symétrie, bon, sans atteindre le niveau de Jekyll vs Hyde, ni en termes de thématisation, ni en termes de ressenti thématique et d'immersion, d'identification. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même, que ce soit en termes d'objectifs, en termes de façon de jouer, en termes d'enjeux, de la manière dont on joue. En tout cas, une très bonne surprise. J'attendais avec curiosité le jeu du fait de la ligne édito de Mandu Games, mais en même temps j'avais une certaine méfiance du fait de ma relation avec les jeux des auteurs. Alors non, on n'est pas dans un jeu de pli, mais oui, c'est un très très bon jeu, et encore une fois c'est là l'essentiel, donc vivement sa sortie pour enchaîner les parties, mais cette fois sur table.
Je vous avais promis un deuxième jeu exclusivement solo, et bien le voilà, et celui-ci est de Friedemann Friese. Je vous en parlais le mois dernier avec Fauna qui était le jeu du mois, et avec Fuji Flush. Et dans Fini, il s'agit en un temps limité d'organiser 48 cartes dans l'ordre croissant, une espèce de petite réussite, et pour ça on va dépiler la pioche, on va faire des actions, on va essayer de réorganiser un peu l'ordre de sortie des cartes pour essayer d'optimiser tout ça et pour regagner des ressources. Et pour le moment, je vous avoue que même au niveau très facile, qui est vraiment le niveau de base, eh bien, je n'ai pas gagné une seule partie, pas du tout, hein, j'ai à peine dépassé les 30 points, sur 48 donc. Alors il y a quelque chose de très très répétitif dans Fini, il y a un peu l'impression parfois de tourner en rond, on a l'impression de pas trouver de porte de sortie, qu'on va jamais s'en sortir, et la partie elle s'allonge, elle dure trop longtemps d'ailleurs la partie, pour ce que le jeu a à offrir. En termes d'intérêt des actions, on est là, on répète, et on a l'impression que c'est interminable. Même si, petit à petit avec les parties, il y a l'utilisation de certaines des actions qui va s'affiner, qu'on va savoir mieux utiliser. Alors je sais qu'il y a une app, une application pour les personnes qui ont des périphériques Apple, moi j'ai un Android, c'est pas dispo, et je trouve que c'est dommage, j'aimerais bien que ça y soit, parce que je pense que l'expérience de jeu s'y prête très bien, même si, d'un autre côté, Fini, ça se prête très très bien à l'expérience sur table. Parce que c'est un truc un peu particulier, et c'est cool. Je trouve que, en fait, le plaisir que je prends à jouer à Fini, c'est assez limité. L'ennui, il vient vite. Comme dit, hein, j'ai parlé de répétitivité, de l'impression de subir, de punition, de jamais m'en sortir, mais en fait, Fini propose quelque chose de sans doute pas unique, mais que moi j'ai pas l'impression d'avoir rencontré avant dans le jeu de société, mais que j'ai retrouvé dans un jeu vidéo qui est Papers, Please, qui est incroyable, hein, je vous le conseille, c'est pour moi un de mes jeux préférés de la vie, et je trouve que Fini c'est presque un peu le Papers, Please du jeu de société. Je parlais d'ennui, je disais que je m'ennuyais en y jouant, que je finissais par trouver le temps long et tout, mais tout ça en fait, cet ennui-là, c'est entièrement cohérent avec la proposition du jeu. Le jeu propose l'ennui. Pourquoi ? Parce que ce qu'il veut nous faire refaire, c'est une journée lambda au bureau, qu'on est devant son PC avec la petite dame qui boit son café de temps en temps et tout, et qui s'effondre sur son clavier, et qui s'ennuie, de toute évidence. C'est une journée au bureau, c'est aliénant, c'est redondant, on se fait chier au boulot. C'est pas un boulot que je connais, mais enfin, ça représente très bien exactement toute l'aliénation qu'on peut avoir au travail, et le fait que on reste là toute la journée, on fait ce qu'on a à faire, on reprend de temps en temps un café, mais y a rien d'épanouissant là-dedans. C'est répétitif, et tout va dans le sens du thème, que ce soit les ressources à utiliser pour les actions qui sont des bonbons, pour se donner un peu de sucre, pour tenir le coup, pour un peu s'apporter de bonheur en fait dans une journée ennuyeuse. Et je disais qu'on est un peu timé dans la partie, on a le droit de vider X fois la pioche, et ben pour relancer une pioche, il faut utiliser un café, qui, quand on les a tous utilisés, on n'a plus de café, on a perdu. Parce que voilà, on peut plus tenir en fait, on n'a plus d'énergie. Et surtout, alors, et c'est là que je comparais un peu à Papers, Please et à l'intérêt de jouer sur table, il y a un sentiment de jeu et il y a des mouvements répétitifs. On prend des cartes, 3 cartes, on les pose, on les trie, on fait les actions, on les déplace vers le bas ou vers le haut si on choisit de procrastiner, de se dire oh, je vais faire ça plus tard, mais il faudra que je le fasse. Et tout ça en fait c'est des mouvements, il y a un côté ultra cohérent dans, et c'est rare, l'utilisation de l'espace de jeu comme mise en scène et comme participant à l'expérience et au ressenti du jeu sur le côté je suis en train de me faire chier à organiser des cartes, 3 cartes, et il y a un côté ultra répétitif, ultra aliénant un peu comme dans les temps modernes de Chaplin, c'est je suis là, pouf pouf pouf, hop je les descends, je refais pareil, il y a un côté très très répétitif et je trouve que c'est très très fort en fait, comme dans Papers, Please qui jouait avec cet espace, cette interface pour nous faire ressentir la pression du système et comment est-ce que on était noyé sous les informations et comment on devait essayer de faire au mieux avec ça, et ben là il y a un peu ça, il y a ce côté où on se croit dans les temps modernes effectivement. Et donc en termes d'envie de jouer à Fini, en fait c'est un système qui est intéressant, mais comme dit, je ne m'y amuse pas tellement, je trouve pas les actions passionnantes, je trouve que c'est répétitif, mais ce qui le fait entrer dans les tops, et ce qui fait que c'est un des jeux du mois, c'est que ouais, c'est un jeu très très rare en fait à avoir. Il a un propos ultra cohérent, il dit quelque chose, il y a une critique de l'aliénation par le travail, de la vacuité des tâches qu'on peut y entreprendre. Il utilise la mise en scène avec son espace de jeu, il met en avant aussi l'importance du geste, et tout ça, ça participe à créer un discours. Voilà, Friedemann Friese déjà, jeu du mois le mois dernier avec Fauna, qui est très différent, c'est un Allemand qui, décidément, effectivement, est très très fort. Allez, la dernière apparition virtuelle de Jérémy dans cette vidéo, je le salue, hein, il sera apparu dans toutes les parties décidément, dans les trucs pas mal, dans les trucs pas très bien et dans les tops. Alors celui-ci, il est édité par Cocktail Games, je vous ai déjà dit tout le bien que je pensais de leur ligne édito depuis quelques années, c'est chez Cocktail qui est sorti mon jeu de 2023 qui est Trio, et Maudit, il est sorti plus tôt, il est sorti je crois en fin d'année dernière, fin 2022, il me donnait un peu moins l'impression d'être un indispensable. De loin, j'avais le sentiment qu'il était dans des territoires assez balisés,
vous savez, ceux du jeu on fait deviner des mots à l'aide d'indices par association d'idées. Alors le pionfesseur, dont j'aime plutôt le travail critique et tout, et qui en général a des bons arguments, il en avait fait une critique dans les jeux du mois de Proxy Jeux et ça m'avait plutôt convaincu, il en avait très bien parlé, je vous mets le lien de l'épisode en description. Et alors, comme des références un peu comme Momalin ou SoClover, qui pour moi sont devenus des références et qui sont dans ma ludothèque et que je prends toujours plaisir à jouer, bah c'est assez facile de faire des liens sur les filiations, de Modi Modi, les inspirations des auteurs, des autrices. Peut-être aussi, je le dis ici, mais je risque de dire Maudite Momie, parce que Maudite Momie, ça se ressemble. Maudite Momie qui est un très bon jeu, mais désolé si c'est le cas. Mais donc, partant de là, de ces inspirations évidentes, de cette filiation, de cet héritage, le jeu recèle quand même de plein de subtilités et de spécificités qui vont lui donner une identité, et une raison d'exister en fait, tout simplement, hein, contrairement à Elawa que je parlais plus tôt, qui pour moi, il n'existerait pas, il manquerait à personne, en tout cas pas à moi. Là, Modi, lui, même s'il y a toutes ces ressemblances, ben, il mérite d'exister et il fait pas doublon en fait dans une ludothèque. Il y a un truc qui fait le cœur de la particularité de Modi, c'est en fait son système de score. Et j'en avais parlé, je crois, dans un jeu du mois sur Stella. Je trouve le système de score de Dixit nul. Et Stella arrivait à donner de l'enjeu à la mécanique de Dixit un petit peu. Et je trouve que dans ce genre de jeu-là aussi, que ce soit dans Profiler, dans SoClover, le scoring, c'est souvent un paramètre très très faible dans le genre. C'est vraiment le voyage qui prend le pas sur la destination. Le but du voyage est un peu inutile, on s'en fout un peu du score, c'est juste qu'on passe un très bon moment avec des bons systèmes. Alors que là, le fait de marquer des points, en tant que donneur ou donneuse d'indices, c'est uniquement si on arrive à faire deviner le mot en tout pile X indices. Et du coup, ça force à optimiser non pas le premier indice, mais le parcours pour arriver au dernier. Donc il y a à la fois un parcours, mais le but, c'est gagner des points. Et on n'a pas l'impression que les points on s'en fout, en fait on cherche quand même à essayer de marquer le plus de points. Parce que si jamais les gens devinent avant notre dernier indice, eh ben on va rien marquer alors que les autres vont marquer. Donc on est vraiment en compétition, hein. C'est pas un jeu coopératif, là où Momalin par exemple ou SoClover le sont. Et les autres, eux par contre, si on doit le faire deviner en 3 indices et que les autres marquent en 2, la personne qui a deviné va marquer 2 points. Mais du côté des personnes qui devinent, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire, il y a quand même une subtilité qui est induite par le système, c'est que le nombre d'indices que l'autre vise, les 3 par exemple, ben on le connaît pas. On sait pas si ce mot-là, il veut nous le faire deviner en 1, 2, 3 indices, 4 indices, et du coup on tâtonne un peu parce que la conséquence, c'est qu'on sait pas si le mot qui vient d'être donné, il est proche ou non de la réponse, à quel point c'est un indice pertinent. Il y a aussi, en plus, comme on est tous en compétition quand on doit deviner le mot, un choix dans la vitesse à laquelle on va donner sa réponse. Est-ce qu'on veut prendre les autres de vitesse? Est-ce que plutôt on veut utiliser leurs propositions pour affiner la nôtre pour éviter de faire un doublon? Parfois aussi on va espérer ne pas forcément trouver tout de suite, parce que si on trouve au deuxième coup, ben on va marquer un petit peu plus de points et qu'on a un peu de retard au global, donc ça serait peut-être pas mal. Alors on pourrait, comme souvent dans ces jeux, râler sur la possibilité de kingmaking. On pourrait aussi dire que le jeu est cassé, parce que en fait il suffirait de dire n'importe quoi en tant que donneur d'indices pour marquer des points juste à la fin sur le dernier indice qu'on doit donner. Mais d'une, si jamais vous jouez avec des gens comme ça, bah moi je vous conseille d'arrêter. Et de deux, il y a une routine qui est prévue comme ça en cas d'abus, puisqu'il est possible de punir la personne dont l'indice serait trop obscur ou complètement absurde et qui essaierait de tuer le jeu. Ben on peut lui dire bon bah tu tues le jeu, tu fais de l'anti-jeu, ben prends-toi moins 4 points. Alors on s'en sert jamais, hein, jamais on l'a utilisé, mais j'aime le fait que malgré tout il ait été prévu au cas où. Évidemment, à tout ça, s'ajoute le très bon travail sur le contenu, ça c'est régulier chez Cocktail Games, hein, depuis des années, c'est toujours un très très bon contenu qui facilite en fait l'expérience de jeu et qui évite, je parlais de Fun Facts le mois dernier qui est un peu plus inégal de ce côté-là, chez Cocktail Games c'est à chaque fois du caviar, l'édition est elle aussi exemplaire, servie par des illustrations de Laura Michaud, qui sont très très cool, et une boîte en fait qui sert son jeu, qui facilite l'usage du jeu, qui permet d'y jouer à table, voilà. En fait, toute l'édition vient vraiment en renfort du système de jeu pour une expérience globale assez optimale. Donc je conclus cette vidéo avec une excellente surprise. Je me doutais en fait que Modi me parlerait parce que c'est le genre de jeu que j'aime bien, auquel je suis sensible, mais je vous avoue que je l'avais laissé de côté parce que je pensais pas qu'il serait à ce point-là original. Je m'attendais pas en fait, dès qu'on l'a essayé chez Jérémy, après je l'ai acheté quoi, dès après ma découverte parce que je l'ai trouvé vraiment excellent. Comme quoi... voilà, je parle des vieux pots, des meilleures soupes et tout, mais parfois on utilise des ingrédients connus, et finalement il suffit pas forcément grand chose en fait pour en faire un plat au goût unique. Voilà, vous l'avez vu, un peu moins de jeux que la vidéo précédente, mais on s'en fout un peu, hein, ce qui importe c'est pas vraiment la quantité. Dans l'ensemble c'était encore plutôt un bon mois ludique avec des découvertes qui valaient le coup, qui certaines devraient s'installer un peu dans mon paysage ludique à moi, j'espère peut-être dans le vôtre aussi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a rendu curieuse ou curieux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les jeux qui vous ont donné le plus envie,
ou ceux que vous aviez déjà pu essayer, et pour lesquels vous voudriez partager votre expérience, qu'elle soit la même que la mienne, ou pas. On se retrouve normalement à peu près dans un mois, donc fin septembre, début octobre, pour le même format. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. Bon courage à vous si vous avez une rentrée quelle qu'elle soit, bonne fin d'été aussi, il nous reste quelques semaines. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin aussi des autres. Ciao!